Alors justement, les personnages, c'est un roman choral, donc il y a beaucoup de personnages que vous convoquez. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu, encore une fois sans trahir le livre, parce qu'il faut vraiment le lire, c'est une merveille. On en a quelques-uns. Il y a Boris, un flic, un peu ours. Léna, la jeune légiste. Dasha, costumière de théâtre, qui est amoureuse de Gleb. Gleb, qui est un mineur, photographe amateur, mais qui, lui, aime Nikita, mineur lui aussi et poète maudit. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnages? J'ai oublié Valentina, qui est la militante écolo, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnages et nous dire s'il y en a un auquel vous êtes particulièrement attaché et pourquoi? Sachant que, je précise qu'effectivement, vous avez, pour pratiquement tous vos personnages, une façon de les regarder qui est très belle. Vous êtes en empathie pratiquement avec tous. Vous avez une vraie tendresse pour eux. Presque tous. Certains avec lesquels on n'a pas envie d'être tendre. Oui, il y a quelques méchants quand même. Il y a quelques méchants. Mais voilà, donc c'est à vous. Bah, j'ai eu une chance incroyable en fait, parce que j'écris des livres en étant complètement impliqué, parce que de toute façon bon, c'est comme ça que j'écris, mais il y a certains livres où j'ai pas rencontré j'ai rencontré des gens super intéressants qui m'ont dit des choses très intéressantes, mais qui m'ont pas bouleversé, comme les grands-mères de la place de Mai par exemple, ou quand j'ai eu la chance de croiser Mandela, enfin de loin. Mais il y a des gens comme ça qui te transportent, qui te font frissonner en fait. Quoi. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas en fait. Et là j'ai eu la chance à Noris de rencontrer des gens qui m'ont bouleversé, comme les grands-mères à la place de Mai en fait. Sauf que c'était juste des mineurs en fait, garçons et filles, ou leurs femmes en fait. Et on a tellement fraternisé, on va dire, que quand je les ai quittés, en fait, je savais très bien que ça ne pourrait jamais se revoir et qu'eux ils étaient prisonniers de leur mère de classe et qu'ils ne pourraient même pas revenir, même pas parler en Europe, mais même en Russie, parce qu'ils appellent le continent en fait, parce que c'est une presqu'île. Il n'y a aucune route, il n'y a pas de train, enfin, ils sont complètement isolés. Donc en fait, eux, ils sont coincés là-bas. Et le fait de se quitter, c'était une sorte de déchirement, quoi. Et quand il a fallu imaginer les personnages, à part le flic, Boris, parce que j'avais besoin d'un flic, puis évidemment, il n'allait pas avoir 25 ans. Hein, donc j'ai pris un peu un anti-héros, parce que souvent, dans mes autres livres, mes héros, masculins et féminins, en tout cas, c'est quand même des gens qui sont... voilà, enfin, ils sont bien là, ils sont à la fois tendres, violents, parce qu'en fait, vu les gens qui vont affronter, c'est pas des petits gentils comme ça, hey, monsieur, je peux vous poser une question? Non, c'est des détectives ou c'est des flics qui sont en lutte, en fait. Et là, je mets un anti-héros, quoi. C'est plutôt des beaux mecs, il y a toujours des histoires d'amour avec des femmes, etc. Et là, je suis l'anti-héros, le mec un peu bedonnant, en fait, qui est l'archétype de tous les Russes que j'ai vus de l'âge de 40-50 ans, en fait. De gros nounours, mais il y en a plein les rues, en fait. Hein. Et je dis, bah voilà, c'est l'archétype du Russe qu'on peut croiser un peu partout, donc quelqu'un d'un peu passe-partout, qui en fait est un bon gars, en fait. Hein. Un bon gars, mais pas si con que ça. Enfin, Non, bah, il passe un peu pour... voilà, c'est un peu le cliché qu'on a justement des Russes qu'on peut croiser en fait. Heureusement c'est des gros ours comme ça, là, un peu austères, mais en fait quand tu brises la glace, tout de suite ils peuvent devenir charmants. Alors que vraiment, c'est pas marqué sur la tête quoi en fait. Donc c'est un peu l'inverse des Américains qui vont être là, oh my god, you're just fantastic, mais en fait derrière il n'y a rien. Alors eux, c'est exactement l'inverse. Et pour tous les autres personnages, et c'est là où plutôt, moi ce qui m'intéressait c'était, au-delà de l'intrigue, c'était justement ces personnages, les gens que j'ai rencontrés. Et tous ces jeunes Russes, en fait, ils avaient tous une passion à côté. Comme ils savent que leur vie elle est là-bas, ils veulent faire du cinéma, jamais ils pourront monter un film. Ils veulent faire de la musique, jamais ils pourront vendre le moindre disque, faire la moindre tournée nulle part. Ils veulent faire de la photo, ils font jamais la moindre expo, parce qu'il n'y a pas la matière dans la ville pour ça. Par contre, ça ne les empêche pas eux-mêmes de développer leur passion. Et tous ceux que j'ai rencontrés, ils faisaient tous autre chose. Donc Gleb, le photographe, en fait, bah, c'est lui mon préféré dans la vraie vie, en fait, parce que bah, il était avec sa copine Dasha, d'ailleurs c'est pour ça que je les ai repris un peu ce couple. Alors évidemment, je les ai complètement transformés parce qu'ils n'étaient pas comme ça, mais c'est avec lui qu'on grimpait sur les toits pour, évidemment interdit, parce qu'il n'y a pas de... Les toits ils sont tout pourris, hein. C'est assez dangereux en fait, quoi. Et lui, son truc c'est de faire des photos depuis les toits, parce que du coup effectivement tu as des perspectives incroyables. Et donc je dis, ben, évidemment, tu vas t'en servir, quoi. Et dans le bar où on était, il suffit de dire Mayakovsky, tu cries Mayakovsky un peu bourré, et t'en as un qui va arriver, t'as un poète qui va arriver, il s'appelait Oleg dans la vraie vie, et là, voilà, et il te sort 50 poèmes de Mayakovsky. Donc,
à la fois c'est un cliché russe, mais dans l'ambiance, ouais, tellement émouvant en fait que du coup je me suis servi en fait de tous les gens que j'ai rencontrés là-bas en les transformant évidemment parce que voilà c'est du roman, ça reste de la fiction. Parlez-nous un peu de Nikita. La Nikita, je suis un peu inspiré justement de celui qui déclamait des poèmes, mais comme il y a une histoire d'amour, parce qu'ils sont malheureusement malgré tout homophobes, ou en tout cas en surface, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est ancré, hein. Être un vrai homme, c'est pas ça quoi. Être un vrai homme, c'est, voilà, on voit le cliché. Il y a des passages magnifiques d'ailleurs entre Gleb et Nikita, enfin, de Bah, souffrance et de bonheur, c'est vraiment magnifique. Bah, c'est vrai que dans le livre, bon, le suspense c'est presque qui a tué qui. Non, en fait, c'est est-ce que les deux homosexuels vont être découverts ou pas quoi. Parce qu'en fait, et là j'ai bien vu comment ils vivaient leur communauté, en tout cas la communauté du bar où on était, que j'ai vraiment retranscrit en fait dans le livre. S'il y avait des homos parmi eux, mais ce serait comme si c'était des nazis en fait. Ouais. Hein. Enfin, ça va pas, il y a un truc qui va pas du tout. Hein, voilà. Et du coup, je voulais qu'il y ait une relation à la fois cachée, parce qu'en fait, ils sont obligés de se cacher, même si les autres sont incapables d'imaginer qu'ils puissent être beaux. Parce qu'en fait, c'est des vrais mecs, ils sont soi-disant des vrais mecs. Hein. Ils sont amis, ils travaillent, ils sont dans le dur, en fait. Quoi. Et dans l'idée, ils ne peuvent pas être beaux. Donc, je voulais que ce soit à la fois une relation cachée, parce que c'est obligé, mais aussi complètement normale. C'est-à-dire que c'est pas. Il n'y a pas de cliché. J'espère, en tout cas, sur l'homosexualité, c'est juste deux hommes, comme n'importe quel autre, en fait, quoi, sauf qu'ils s'aiment. Mais moi, je voulais que ce soit la banalisation totale de l'homosexualité, que ce soit en l'occurrence masculine, lesbienne, féminine, mais dans un univers qui n'est pas du tout prêt à ça, en fait. Et donc, Nikita, ben, Léo Gleb, c'est la photo, Nikita, c'est la poésie. Ces deux formes, c'est aussi. Tous les hobbies qu'ils ont, les gens que j'ai rencontrés, c'est que des hobbies artistiques. Je sais pas, ils pourraient aimer le tuning, par exemple. Bah non, c'est pas le tuning, en fait, quoi. C'est un truc artistique. Et cette sensibilité-là, de voir des mineurs qui consacrent leur vie, leur vraie vie, en fait, à l'art, sans jamais pouvoir l'exploiter. J'ai dit, en fait, pourquoi tu fais pas l'expo? Il me dit, ouais, mais il faudrait que j'aille à Moscou, c'est compliqué. Puis moi, j'ai pas envie que mes photos, elles soient vues comme ça. Moi, je les fais pour moi et puis pour les gens d'ici, comme un témoignage de notre passage sur Terre et dans cette ville. Mais c'est tout. Et je trouve ça assez touchant en fait que leur vraie vie est ailleurs en fait. Donc ça renvoie directement à Rimbaud. Et leur vie est tellement hostile que je comprends tout à fait le contrebalancier artistique qui fait que ce soit la poésie, que ce soit la photo, que ce soit la musique, c'est la seule façon de supporter l'insupportable. Est-ce qu'on peut juste dire que alors Nikita a écrit des poèmes et que les poèmes qui a écrit les poèmes de Nikita? Bah, c'est moi parce que bah oui, mais j'ai toujours écrit un peu Ouais. j'ai toujours écrit un peu de poésie, puis il y en avait déjà dans Mapuche, il y avait Il y en a, oui, dans quasiment tous vos livres. bah oui, parce que moi j'adore la poésie et pour moi c'est l'essence même de l'écriture. Enfin, et j'essaie d'en mettre des petites doses comme ça dans l'écriture en général, mais si on peut prendre une place et mettre un poème entier, je sais que souvent les lecteurs les lecteurs en général et de Paula en particulier sont pas forcément, on n'a pas forcément envie de lire des poèmes, ils vont se dire ah mais je préfère, bon si j'ai envie de lire des poèmes, je vais acheter un bouquin de poèmes, enfin, mais sauf que plus personne ne le fait. Donc en fait c'est une façon aussi de leur rappeler la poésie, mais ce qui est pas mal, c'est que ça réveille des instincts. Moi j'ai des lecteurs qui m'envoient des poèmes. C'est merveilleux. Et c'est trop bien, bah ouais. Et parce qu'en fait, tout le monde a envie d'écrire la poésie. Enfin, quand je dis tout le monde, enfin, quand t'es lecteur, t'es forcément sensible à la poésie en oubliant ce qu'on t'as obligé d'apprendre par cœur quand t'étais petit. Et du coup, révéler la poésie qu'on a en soi, bah, franchement, vu le monde dans lequel on vit, il n'y a pas mieux. Hein. Enfin. Clairement. Enfin, comme toujours dans vos œuvres, l'intrigue, l'histoire sont aussi le prétexte pour aller au-delà. Le portrait fouillé de cette ville, hors du commun, de son histoire, celle du goulag en particulier, de ses habitants, d'une génération à l'autre, vous permet de parler des enjeux économiques, politiques, écologiques majeurs qu'elle représente aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ben, Norilsk Nickel, en fait, donc, qui détient l'usine, enfin qui est tentaculaire, hein, parce qu'ils sont implantés dans d'autres pays, Canada, etc. C'est 2% du PIB russe, rien cette mine, en fait, donc c'est des centaines de millions de dollars tous les ans. Il y a quand même
ils m'ont dit ça comme ça. Ah ouais, bon, il y a 10% en fait, 10% de la production qui disparaît. Genre, bon, 10%, et quand on voit l'isolement total de cette ville, Ça va où? et comment comment tu fais pour détourner, parce que là c'est la transformation. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut extraire le truc, enfin, ils en font des lingots, et je dis, bon, ben, des lingots. Bon, ben, des lingots, ça fait un peu un truc de cow-boy, de train de cow-boy, avec des lingots d'or. Je dis, bon, ben, on va créer évidemment, parce que ça représente des sommes folles, je crois que c'est 10%, je crois que c'est 500 millions de dollars par an, en fait, de chiffre d'affaires, hein. Enfin, donc, de toute façon, avec des sommes pareilles, tu peux corrompre des tas de gens, en fait. Bien sûr. Donc, je dis, bon, bah écoute, on va dire que l'intrigue, forcément, elle sera autour de Norris Nickel, sans. Après, moi, j'extrapole, hein, je fais un roman, j'ai pas du tout, je n'ai pas enquêté sur Norris Nickel en disant Norris Nickel, c'est des salauds, pas du tout, en fait, hein. Ils produisent, et je pense même que les oligarques qui tiennent le truc, ces 10%-là, je ne sais pas lesquels vont détourner ces 10%. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça représente des sommes folles, et que c'est un enjeu majeur pour la Russie, d'autant qu'ils ne produisent quasiment, les Russes, enfin, c'est un peu le drame de ce pays, que des matières premières type gaz, pétrole et minerais, en fait. Et ils produisent quasiment rien d'autre, en fait. Donc pour eux, enfin, tout le système poutinien et tout le pays ne tient que sur. Ils pourraient se dire, avec cet argent-là, on va développer autre chose. Ben non, en fait. Tu as vraiment l'impression qu'on amasse. Bon, le peuple, eux, ils vont bouffer des patates, on s'en fiche. On va pas faire des champs de patates, hein, on a autre chose à faire. Ils pourraient nourrir leur population. Mais non, on préfère amasser, détourner. Et puis, parce qu'on ne connaît pas le compte en banque de Poutine. Ça, c'est un secret d'État. On ne sait pas s'il a 1 milliard, 15 milliards, on ne sait pas. C'est pas du tout. Et Poutine et ses copains, hein, parce que tout ça irradie. Cette petite bande d'oligarches. Ouais. Et les Russes, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, ne sont pas dupes du tout. Ils savent très bien que la télé ment. Et qu'on fait des faux montages sur l'Occident pour dire qu'on est au bord de la révolution. Ils prennent des extraits. Ils font des montages, ils font des faux témoignages. Enfin, c'est des témoignages de gens qui disent « Ah bah oui, j'ai fait une collection de timbres » et le sous-titre en français, et le sous-titre c'est « Oui, j'en ai marre de Macron, de l'Europe. » Qu'est-ce qu'on raconte en fait? Donc comme ils sont habitués à ça, ils savent très bien que dès qu'il y a un truc, ils amusent à voir « Ah tiens, on va essayer de traduire en fait ce qu'elle a vraiment dit, cette personne en fait », et puis ils se rendent compte que ça n'a absolument rien à voir. Donc ça les amuse beaucoup. Par contre, le Kremlin, ils disent « Ah non mais… » Et quand on vient leur dire, parce qu'il y a des gens quand même qui viennent leur dire, mais vous mentez, vous faites des. Mais oui, mais en fait, on fait ce que les gens ont envie d'entendre. C'est quand même pas mal, quoi. Enfin, insensé. Ah ouais. Et eux, mais par contre, eux, ils le savent. Même à Noël, qui sont complètement isolés, comme il y a Internet, heureusement, ils s'amusent à décrypter les fausses informations qu'on leur balance, quoi. Et sachant que c'est assez viral chez eux, tout ce qui est. Parce qu'il y a tellement de corruption et de détournement de choses, c'est-à-dire que tu veux faire une route, il faut du goudron et du sable, c'est l'exemple que je pense souvent en fait. Ok, on va dire bon, il faut du goudron et du sable, et puis quand il faut faire la route, il n'y a plus de goudron, il n'y a plus que du sable en fait, quoi. Il est où le goudron? Il était un peu détourné en fait, quoi. Donc évidemment la route ne marche pas, hein, elle ne fonctionne pas, elle est toute pétée, donc en fait ils n'arrivent jamais à faire des routes parce qu'en fait il y a toujours, quand tu commences, au moment où tu finis, le truc il s'est déjà effondré en fait. Et ça les amuse beaucoup. Et ils m'envoient des photos où tu vois des immeubles qui tiennent avec du scotch. Mettre du scotch. Et donc à la fois on se moque d'eux. Parce que du scotch c'est quand même c'est quand même débile en fait, quoi. Mais ça gêne pas en fait. Donc ça ça les amuse. Parce qu'il faut bien rire en fait, quoi. Merci.